Comédienne de théâtre, de cinéma, de télévision, son sourire, sa pétulance et son accent ont du succès partout où elle s'affiche. De la célèbre série télévisée Maggie, où elle a incarné Rose, la femme de ménage, jusqu'au coup de Sirocco d'Alexandre Arcadi, à Ma saison préférée d'André Téchinet, ou encore par exemple au Dalton, où elle incarnait Ma Dalton, elle sait aussi bien faire rire qu'investir un registre plus dramatique. Alors avec elle, cette semaine, nous évoquerons son enfance, près d'Alger, sa foi catholique, son combat pour les harkis, sa compassion pour les greffés de moelle osseuse. Mais pour l'heure, c'est son parcours professionnel que nous allons évoquer. Marthe Villalonga, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Dans VIP, Marthe Villalonga ou Sylvia Dejean? Marthe Villalonga. À un moment, vous avez pensé vous appeler Sylvia Dejean pour faire plus français? Voilà, exactement. C'était l'unique raison. Je me suis dit, si jamais j'ai la chance de faire du théâtre et même peut-être plus tard du cinéma, Villalonga, personne ne va s'en rappeler, etc. Et puis c'est pas assez français. Et voilà. Alors que finalement, c'est un très joli nom, Villalonga, et vous voyez... C'est les copains du cours qui m'ont dit « mais tu es folle, il faut garder ton nom ». Il y a deux choses qui vous ont énervé au début ce qui n'était pas encore une carrière, c'était votre nom et votre accent. Cette obsession de l'accent, que vous vouliez absolument vous en débarrasser, c'est pour ça que vous êtes allé au cours Simon pour... Oui, parce que j'avais peur qu'on me mette sur un seul rail en disant « bon, ben voilà, elle ne peut que jouer que des rôles à accent ». Et c'est au contraire, je le revendique haut et fort, mon accent. J'en suis très fière. Mais je craignais ça. Je me disais, si un jour il y a, par exemple, un rôle un petit peu tendre ou un peu dramatique, on va dire, on ne peut pas lui donner ça, parce qu'avec cet accent qu'elle a, les gens vont rigoler. Voilà, c'était tout. Alors votre carrière, elle a débuté principalement au théâtre, initialement, avec La famille Hernandez, une sorte de fourberie de Scapin, on va dire, à la méditerranéenne. Oui. Une pièce qui s'est montée de manière, initialement à Alger, et puis qui est partie en tournée à Paris. C'est comme ça que vous avez mis le petit doigt dans la machine, et après tout le reste du corps y est passé. On est parti immédiatement parce que la directrice avait eu un accord. Elle faisait des fois des échanges avec des troupes françaises, même de la Comédie Française. Et là, elle avait proposé cette pièce. Et donc on est venu la jouer. On a été engagés pour 3 semaines. Donc nous, c'était formidable, parce qu'on se disait, ce sont des vacances payées, enfin, on gagnait pas beaucoup, mais c'était des vacances. Oui. Et puis en fait, au lieu de rester 3 semaines, on est resté 3 ans. Pour cause de succès. Voilà. Il faut quand même expliquer pourquoi. Alors vous avez enchaîné sur d'autres pièces. En fait, il y a 3 familles distinctes chez vous. Vous avez vraiment le théâtre, la télévision. Alors les gens vous ont découverte à la télévision avec Yannick Aimé, La Gereux, Les Saintes Chéries. Surtout Maggie. Et puis surtout Maggie. Voilà. C'était quelle année Maggie? Maggie, c'était en 84. 84, ça a duré 8 ans. Voilà. Une belle aventure où là, vraiment, votre popularité a explosé avec Maggie. Oui, bien sûr. On était toutes les semaines chez les gens, c'est certain. Donc là, on était reconnus complètement, dans la rue, je veux dire. Alors qu'initialement, le rôle de la femme de ménage, quand on vous l'a proposé, vous êtes dit oui, bof. Non, c'est-à-dire qu'au départ, quand la productrice m'en a parlé, elle me dit, écoutez, voilà, j'ai un rôle à vous proposer. C'est dans une série. Elle ne savait pas ce que ça allait donner ici en France. C'était une série canadienne initialement. C'était une série canadienne. Voilà. Et elle me dit, vous me faites tellement rire avec votre accent. Et je dis, ah non, s'il y a encore l'accent, alors non. Et puis, elle me dit, je lui dis, mais pourquoi l'accent? Bon, alors elle me dit, parce que ça me fait rire. Et puis en même temps, dans la série canadienne, c'était une noire qui jouait. Ah, d'accord. Et qui avait aussi un accent qui n'avait rien à voir avec les comédiens, disons, blancs, quoi. Et puis je dis, bon, d'accord. Et puis je pensais que ça allait durer, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois. Et puis je lui dis, mais vous avez déjà contacté d'autres personnes? Parce qu'elle m'expliquait que c'était le rôle de la bonne, ce qui me plaisait beaucoup, parce que ça fait toujours rigoler une bonne. Et elle me dit, j'ai contacté Rosie Vart et Jean-Marc Thibault. Ah, j'ai dit, alors je le fais. Voilà. Parce que, je me suis dit, il y a quand même des comédiens bien, quoi. Oui, oui. Voilà. Et vous avez formé une sacrée équipe. Oui. Pendant 8 ans, comme vous dites, vous êtes inséré dans les foyers. Complètement. Complètement. Oui. Et ça a changé, j'imagine, des choses ensuite, en termes de popularité auprès, bien sûr, des gens dans la rue, mais pour votre métier aussi. Oui, bien sûr, parce que, tout d'un coup, disons que ceux qui ne me connaissaient pas avant, tout d'un coup, m'ont découvert, quoi. Ouais.
Mais vous en découvert dans un aspect comique, alors que, Oui. comme je disais en introduction, vous investissez aussi un registre plus dramatique. On Oui. vous a vu jouer dans des films plus, entre guillemets, plus lourds. Oui, bien sûr, mais Voilà. même tout à l'heure, vous parliez par exemple du coup de Sirocco. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est quand même déjà une histoire qui n'est pas très très drôle. Ouais. Et il y avait des moments où on riait beaucoup par les situations, et puis il y avait des moments aussi qui étaient très prenants parce qu'ils étaient graves, voilà. Et là, on ne faisait pas rigoler. Hein. Qu'est-ce que, question un peu classique peut-être, mais j'aimerais avoir la réponse quand même. Qu'est-ce que vous préférez, vous avez le théâtre, vous avez la télévision, théâtre. le cinéma, le théâtre. Oui. Priorité est donnée au théâtre. Oui, absolument, parce que on a le contact direct avec les spectateurs. C'est-à-dire que si vous voulez, si par exemple, moi ou des copains, on envoie une phrase et qui tombe à plat, on voit bien, les gens à ce moment-là ne réagissent pas. On se dit, oulala. Donc on essaie de rétablir cet équilibre. Et c'est comme un match. On envoie bien la balle, elle revient bien. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est là que le résultat vous échappe On a le tout de moins. suite, voilà, j'allais vous dire, on a tout de suite un résultat. Ouais. Alors qu'au cinéma ou à la télé, bon, bien sûr, on fait du mieux qu'on peut, mais on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. Et quelquefois, même, on a des surprises agréables et des fois moins agréables parce qu'il y a un truc qui a été coupé alors qu'on pensait qu'il était bien ou qu'il servait le film. Alors votre professeur de théâtre, René Simon, disait que pour pouvoir faire ce métier, sous-entendu de comédienne, il faut une bonne santé. Oui. Et c'est moins anodin qu'il y paraît, parce que vous, enfin, ça crève l'écran, ça crève les yeux. Vous avez une pêche d'enfer, mais il faut quand même pouvoir tenir un certain rythme, surtout quand on privilégie le théâtre. Oui, mais c'est vrai qu'il nous disait ça. Il nous disait, bon, il y a ça, après il y a le talent, il y a ceci, il y a cela, mais en priorité, c'est la santé. Parce que vous pouvez avoir du talent, si vous n'avez pas la santé, vous ne pourrez pas continuer. Et il avait raison. Vous aviez, et vous avez toujours une grande admiration pour Jacqueline Maillan. Oui. Vous avez joué avec elle, entre autres, en 72 dans la Royal Performance. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette femme-là? Elle m'a appris ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle était très humble, elle était très discrète, et avec le talent qu'elle avait, c'était, moi, j'admirais beaucoup ça. Et en plus, dans la vie, très gentille. Je vous remercie beaucoup, Marthe Villalonga. On va tout au long de cette semaine apprendre à vous découvrir. Dans la prochaine conversation, nous allons évoquer votre enfance. Très bien. Toutoun, alias Tounette, alias Martoun et autres petits noms charmants, c'est moi. Et moi, pour dire le vrai, j'aurais préféré qu'on m'appelle par mon prénom Marthe, tout simplement. Ce jour-là, le jour de ma naissance, le 20 mars 1932, ma mère fit remarquer à tout son monde que pour la naissance de sa toutoune, les hasards du calendrier avaient bien fait les choses. En effet, c'était à la fois le jour du printemps et le jour des rameaux. Le clocher de l'église carillonnait à tout va, ce qui lui fait dire avec bonne humeur « Ben voilà, la cloche est arrivée et en plus, elle est bénie ». Marthe Villalonga, un petit peu d'humour pour démarrer cette conversation sur l'enfance. Je crois que j'ai été bénie. Oui, bah déjà, et puis surtout qui fait comprendre le genre de famille dans lequel vous êtes arrivé. Une famille qui aimait rire, qui aimait la vie. Oui, absolument. Et qui vous a fait de votre enfance une enfance totalement ensoleillée. Je ne parle pas que du soleil de l'Algérie. Hein. Non, 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 j'ai compris. Je trouvais que ça mettait bien le ton. Toutoun, Tounette, Martoun. Oui. On aime les surnoms de votre famille. Votre papa, c'était Nono. Nono, et Enfin, ma Jean. mère, c'était Zizou. Thérèse. Voilà. Qui tenait un café Oui. à quelques kilomètres d'Alger, le Café de France. Là À encore, 12 c'est très, voilà. très À 12 prémonitoire. km, un peu comme une porte maintenant ici. Quand vous pensez à votre enfance, c'est d'abord ce Café de France Ah oui. qui vous revient en mémoire? Oui, oui, complètement. Ah oui, je le revois très bien, je me revois à l'intérieur, je revois des clients. Je revois des clients, je les ai en tête, absolument. Avec une ambiance particulière? Oh ben, très, très ensoleillée, je dirais, très chaleureuse. Tout le monde rigolait. De temps en temps, il y avait des engueulades, mais ça n'allait jamais très loin. Non, non, c'était très, très agréable. Alors, il y avait ce café. Au-dessus, il y avait le petit appartement. Oui. Petit appartement, mais la place quand même de mettre un instrument qui est cher à votre cœur, Le piano, qui était le piano. oui. Et on ne sait pas toujours que vous êtes une virtuose du piano. Oui, enfin, je joue bien. Vous jouez bien. Vous avez tous les prix possibles et inimaginables, dont un prix de virtuosité. Je ne sais pas si on peut aller plus loin Oui, oui, c'est dans vrai. un conservatoire. Avec une passion pour le piano qui aurait peut-être pu déboucher sur autre chose que comédienne, non? Oui, ben, c'est-à-dire que ça s'est fait, c'est ma mère, quoi. Ma mère jouait du piano déjà. Elle accompagnait les films muets au cinéma de ses parents. Bon. Et quand j'ai eu l'âge de 6 ans,
elle m'a dit, bon, je vais te mettre au piano. Et j'étais une petite fille très obéissante, même si maintenant ça paraît bizarre. Et j'ai dit, bon, d'accord. Et puis il s'est trouvé que, bon, ben j'ai pris des cours, ça m'a plu. J'étais un peu douée puisque j'ai eu des prix. Il faut croire. Et donc j'ai continué toutes mes études. Et pour ma mère, c'était, elle va donner des cours, ou elle va faire peut-être, on ne sait pas, elle avait peut-être extrapolé, pourquoi pas, des concerts et tout ça. Mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. J'aimais jouer, j'aimais cet instrument, mais pas pour en faire un métier. Alors j'ai donné quelques cours à un certain moment, mais bon... C'était pour assurer la subsistance. Oui, oui, voilà, surtout quand je suis arrivée à Paris. Ouais. Mais c'était plus pour faire plaisir à ma mère qu'autre chose, quoi. Alors vous nous avez dit avoir été une enfant disciplinée. Oui. Comment vous la définiriez encore, cette enfant, cette jeune toutoune, tout nette, martoune? Elle était comment au niveau caractère? J'étais assez introvertie. Parce que fille unique? Peut-être, je ne sais pas. Et puis aussi parce que le fait que mes parents avaient ce commerce, donc je les voyais finalement, on peut dire souvent dans la journée, mais en fait assez éloignés. Le matin, je me levais, je disais bonjour, bonjour papa, bonjour maman, je prenais mon café, j'allais à l'école. Je revenais à 4 heures, c'était pareil. Et le soir, j'allais me coucher tôt parce que le lendemain, j'avais classe. Mais j'étais pas très... je ne peux pas dire très proche, parce que je les adorais eux aussi. Mais il n'y avait pas ce côté viens ma chérie, câlin, comme on peut trouver chez d'autres personnes. Et donc j'ai toujours été assez réservée. Voilà. Je me livrais difficilement. Oui. Et avec l'envie qu'ils soient fiers de vous aussi. Bien sûr, bien entendu. Même s'il a fallu mentir pour prendre des premiers cours de comédie. Exactement. Ça a dû vous coûter, ça, de leur mentir, hein, quand vous vous êtes inscrite pour les premiers cours de comédie. C'est au conservatoire, c'est ça? Au conservatoire, oui, oui, bien sûr. Ça a dû vous coûter, vu les rapports quand même de confiance que vous aviez entre vous trois. Oui, je me disais, bon, pourvu qu'ils ne l'apprennent pas... Bah oui, mais le problème, c'est que vous étiez dans le journal après. Et ben voilà. Voilà. Donc tout a été dévoilé. Mais bon, ça s'est bien passé. Alors si j'évoque le nom de Jean Bart, ça évoque quoi pour vous? C'est comme le café. C'est comme le café de France, c'est pareil, dans un autre environnement. Ce sont mes vacances d'été, je dirais, parce que bon, là-bas on avait 3 mois pleins d'été, de vacances scolaires, et ma grand-mère avait un petit cabanon, je dirais, je ne veux pas dire une cabane, parce que c'est pas une cabane, mais vraiment le petit cabanon de pêcheurs. Donc c'était pas très grand, mais on était au bord de l'eau et c'était extraordinaire. C'est un port de pêche en fait, Jean Bart? C'est un petit port de pêche, absolument, tout petit, un petit village vraiment de pêcheurs. Et là, eh ben, je retrouvais mes camarades aussi qui habitaient à Alger, qui habitaient dans d'autres endroits, et on se retrouvait là pour se baigner. Vu le nombre de pages que vous consacrez, c'est un livre que vous avez écrit il y a 2 ans, tout simplement, Marthe Villalonga, le nombre de pages que vous consacrez à ce petit port de pêche Jean Bart, à un moment vous dites même c'est le paradis sur Terre, et oui. C'était le paradis sur Terre. Oui. Oui, parce qu'on était tous en famille, on était tous avec des copains, des copines, on se baignait, c'était l'insouciance la plus totale. Et pendant des années, disons, l'adolescence, entre par exemple 14 et 18 ans. Donc c'était des années formidables. C'est une Algérie que vous avez gardée en tête et que vous avez voulu garder comme telle dans votre mémoire, d'où le fait que vous n'êtes finalement jamais revenu en Algérie après le départ de vos parents. Voilà, et je n'y retournerai pas. Je veux garder... ferme, hein? Ah oui, complètement. Je veux garder ça dans ma tête, j'ai mes images, je vous dis tout à l'heure, je vous ai dit, je revois certaines figures du café, de gens qui venaient, et dans ma tête et dans mon cœur, et je veux pas qu'on me les touche. Je veux pas être déçue. Vous diriez quoi à la petite Marthe Villalonga si vous pouviez la croiser au détour d'une rue de... je dirais, Maison Carrée. C'est à Maison Carrée. De Maison Carrée, je dirais finalement, tu t'es pas mal débrouillé. Tu peux y aller en confiance alors. Ah oui. Merci beaucoup Marthe Villalonga. Oubliés par les Français, rejetés par leurs compatriotes, beaucoup sont morts au combat et beaucoup ont été massacrés par le FLN. Pour finir, on les a rapatriés dans des conditions indignes et parqués dans des camps avant de les caser dans des cages à lapins. En ce qui concerne les harkis, personne n'a tenu compte de leur courage, de leur dévouement, de leur fidélité qui ne date pas d'hier puisqu'elle remonte à la Première Guerre mondiale. Et les harkis, Marthe Villalonga, c'est votre coup de gueule pour les harkis, évidemment. Mais
comme vous venez de lire ce passage du livre, je dirais du reste, je crois que je l'ai noté, c'est aussi bien pour les harkis, bon, davantage parce que je les connais plus, que pour les Sénégalais, les tirailleurs sénégalais, les gens comme ça, les tabors, et aussi, faut pas oublier, les petits Français qu'on a envoyés au casse-pipe, qui demandaient rien à personne. Voilà. Alors qu'on savait que ça allait être la fin de la colonie. Alors les harkis davantage parce que je les connais, ils sont beaucoup plus proches, ayant habité l'Algérie, effectivement. Et je trouve que c'est scandaleux qu'à l'heure actuelle encore, 50 ans après, il n'ait pas été reconnu. Alors qu'on reçoit des gens qu'on ne devrait pas recevoir, avec le tapis rouge. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Ah oui, à Bouteflika qui crache sur l'armée française et sur les Français. Voilà, c'est tout, c'est clair, c'est net. En septembre 2001, Jacques Chirac a reconnu avoir, selon ses propres mots, une dette d'honneur. Une dette d'honneur de quoi? De repentance? Envers les harkis. La repentance de quoi? Mais alors il faut la montrer. Il faut la montrer, cette dette d'honneur. Et pourquoi on nous demande une repentance? Contre qui? Contre quoi? Qui c'est qui a, en 1830, qui c'est qui a assaini les marais? Qui c'est qui s'est occupé des fièvres? Qui c'est qui a construit des hôpitaux, des écoles, des machins comme ça? Il y en a marre. Voilà, c'est vraiment mon coup de gueule. Mais ça a dû vous faire bondir quand il y a quelques mois, le maire de Montpellier, Georges Frêche, c'est un abruti. A dit des harkis qu'ils étaient des sous-hommes. Scandaleux. C'est vraiment un scandale. C'est honteux d'être français et de réagir comme ça. Voilà. Alors pourquoi les harkis défilent pas dans la rue avec vous en tête comme porte-étendard? Parce qu'ils ont beaucoup de pudeur. Et peut-être qu'ils en ont trop eu au départ. Voilà. Ce sont des gens qui ont beaucoup de pudeur. Peut-être trop. Alors vous vous êtes engagé dans une association qui s'appelle le Jeune Pied Noir, qui regroupe aussi bien des pieds noirs que des harkis. Vous avez même fait un disque. Ça, j'ai découvert ça. Vous avez fait un disque, c'était pour le 25e anniversaire, entre guillemets, du retour en France des pieds noirs. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore pour sensibiliser les gens au problème? Je crois qu'il faut leur dire la vérité. Je dirais la vraie vérité. Voilà. Il y a par exemple, j'ai pas eu l'occasion encore de le visionner, il y a la bataille d'Alger qui est sortie en DVD et qui raconte vraiment la vraie bataille d'Alger. Et ce sont des choses comme ça, et du reste c'est marqué sur le DVD. Ce DVD a été top secret, enfin si on peut dire, on n'a pas voulu le sortir depuis 30 ans. Il sort après 30 ans. Oui. C'est vous dire un peu... Alors voilà. Quand on parle des harkis, des pieds noirs, ça vous ramène forcément à votre pays, l'Algérie, que vos parents ont quitté très très tard. Hein. En 63. En 63, oui. En 63. Un an après les accords d'Évian. Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer. Et comme à l'époque, on avait dit, les Français qui veulent rester là-bas, on les embêtera pas, on leur laissera par exemple les commerces, tout ça. Ils vivront comme avant, quoi, sauf qu'il n'y aura pas, bien sûr, la population importante d'amis, etc. Et eux, on dit à l'âge qu'on a, nous, on reste, quoi. Et puis, ils ont été obligés de partir. Mais ils étaient obligés de partir parce qu'ils ont été directement menacés, sinon ils seraient... Ah bah oui, complètement. Oui, oui. Je ne sais pas si les mots sont de vous, mais vous dites c'est la valise ou le cercueil. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'était le slogan. C'était le slogan du FLN, la valise ou le cercueil. Voilà. Bon. On a essayé de prendre la valise, qui était très légère. C'était plutôt un sac. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Non, puis très mal accueilli aussi. Très, très mal. Mais là, c'est un peu différent parce que c'est toujours pareil. Si on a de mauvaises... comment dire... on vous dit n'importe quoi, les gens qui ne savaient pas, automatiquement disent « Ah oui, c'est vrai quand même, bon... Mais il y en avait d'autres qui mettaient, comme on dit, l'allumette dans le foyer, quoi. Vous voyez ? Donc il y avait ceux vraiment qui étaient très durs et qui savaient très bien et puis qui disaient non, allez, qui repartent. Ou, on nous a dit les Français à la mer, quoi, les pieds noirs à la mer. C'était en grand sur les quais de Marseille. Les pieds noirs à la mer. Eh bien on n'est pas allé. Voilà, on n'est pas retourné.
Vous nous avez déjà expliqué dans une conversation précédente que vous ne remettriez jamais les pieds en Algérie. Ça dit quand même quelque chose de la douleur qui s'est inscrite en vous, même si initialement vous êtes parti pour votre métier. Vous pensiez bien sûr faire des allers-retours entre Alger, Paris, Paris-Alger tout au long de votre vie. C'est finalement pas ce qui se fait. Non, et puis je veux dire, quand toute une population comme ça rentre complètement exilée, parce que c'est, bon, je veux dire, c'est comme des immigrés finalement, on est des immigrés, quelque part. Bon, ça s'est arrangé depuis, mais au départ, on était des immigrés. Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, tous les points de repère n'existaient plus. Et même les amis, la famille, parce que tout le monde partait dans des endroits différents, dans des directions complètement différentes. Donc vous aviez des personnes qui pendant des années, n'ont plus revu leurs amis parce qu'ils ne savaient même pas où ils étaient. D'autres, bon, qui ont disparu parce qu'ils sont morts. Voilà, quoi. Donc c'est un déchirement total, bien sûr. Donc vous n'aimez pas forcément parler? Non. Non, non, je ne veux pas en parler, non, pas du tout. Là, bon, je réponds à des questions, d'abord parce que ce sont des questions qui me tiennent à cœur, et il n'y a pas de raison que je ne réponde pas à ces questions, voilà. Mais on sent qu'il y a un... Ah oui, oui, non, mais... Un blocage, enfin un oui, mur. Oui, il y a un blocage. Moi, je dis qu'à partir de 63, enfin 62 même, parce que, bon, mes parents sont après, mais c'est surtout 62, j'ai baissé le rideau de fer. Mais là, on ne peut pas le dire parce qu'il n'y a plus de rideau de fer en Russie. Mais j'ai baissé mon rideau de fer. Voilà. Les souvenirs sont derrière. Ils sont derrière. Et l'avenir, il est de l'autre côté. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime en parler quand il y a même des fois des jeunes qui me disent « Mais dites-nous comment c'était là-bas ». Bon, c'est un petit peu quand je raconte Jean Bart ou le fait d'avoir des amis, on allait pique-niquer, mais comme on fait en France, je veux dire. C'est pareil, on vivait comme ça, hein. On était des Français, on vivait à la mode française. Même si on avait un autre accent et si on mangeait des choses un peu différentes ou qui nous étaient particulières, mais voilà, on se considérait comme Français, comme vrais Français. Merci beaucoup, Marthe Villalonga. La charité est la troisième et la plus grande vertu théologale qui désigne l'amour du croyant pour Dieu et pour le prochain à cause de Dieu. Mais la charité désigne aussi le souci du prochain qui peut être indépendante de toute foi religieuse. La compassion, quant à elle, et d'après une très belle définition de Xavier Emmanueli, créateur du SAMU social, la compassion donc est la capacité d'avoir le cœur tordu par la souffrance d'autrui. Et il faut bien ces deux mots, compassion et charité, pour définir cet élan du cœur qui l'a porté à s'intéresser aux petits greffés de la moelle osseuse. C'est une association, Marthe Villalonga, qui est venue vous chercher, et qui vous a demandé de les... d'être la marraine. Marrainer. Voilà. Comme on dit. Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous a touché dans leur... attendez, déjà, les petits-enfants, ensuite, greffés de la moelle osseuse, au secours, hein, on se sent mal, quoi. On se dit, mais c'est pas possible que des petits bouchons comme ça, il y a aussi les grands, bien sûr, il y a des parents, mais les petits bouchons comme ça, c'est pas possible, ils souffrent déjà, ils sont dans les hôpitaux et tout ça. Bon, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit, mais oui, tout de suite. C'est un engagement qui date de quand ? Oh là là, ça date quelques années. Oui, oui, de quelques années. Je ne pourrais pas vous dire exactement le quand, mais ça fait quand même pas mal d'années. Alors, le seul regret que j'ai à ce niveau-là, c'est que, comme je travaille beaucoup et que je suis toujours par Mons et par Vaux, j'aimerais aller davantage les voir et, je ne veux pas dire m'occuper d'eux, mais si, peut-être passer et bon, ben voilà. Alors, mais j'imagine que vous en avez rencontré des petits greffés. Comment on se sent face à ces petits-enfants en attente de greffe osseuse ou qui viennent d'être greffés? Je parlais de compassion, de charité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on essaie de leur parler normalement. Je ne leur dis pas comment ils vont, ni quoi que ce soit. Je dis, tiens, tu as un joli pyjama ou un truc comme ça. Parce que leur dire comment tu vas, c'est les ramener à leur souffrance, quoi. Et en même temps, je voudrais, puisqu'on parle de ça, je voudrais donner un grand coup de chapeau, mais pas forcément à ces gens-là de la moelle osseuse, enfin de cet hôpital Saint-Louis, pour ne pas le nommer, mais à toutes ces infirmières qui sont extraordinaires. C'est un métier magnifique, mais ingrat. Mais ingrat, parce qu'elles sont tout le temps avec la souffrance, avec...
bon, elles sont humaines, donc elles doivent souffrir de temps en temps. Et quand il y en a un qui doit partir... Vous, on a l'impression que vous êtes à l'aise partout. Est-ce que face à la souffrance, et surtout la souffrance des enfants, qui est sans doute la plus dure à voir et à accepter, vous êtes finalement quand même à l'aise ou c'est difficile à gérer? Je ne suis pas à l'aise, mais c'est pareil. C'est un petit peu ce qu'on disait par exemple hier. Je ne veux pas le montrer. Donc je joue. Je souris, je raconte une blague. Oui. J'essaie de passer le pas. Voilà. C'est ça. Ça vous fait aller au fond de vous, enfin chercher des ressources. Vous n'utilisez d'ailleurs peut-être pas pour le théâtre ou pour le cinéma? Non, pas forcément, bien sûr que non. La télévision? Non. Mais voilà, oui, je ne vais pas prendre une tête triste en disant « Tu vas bien, mon chéri ?» C'est pas possible. Je ne peux pas, au contraire. Au contraire. Là, ce sont les petits greffés de la moelle osseuse qui sont venus vous chercher. Je crois que ça aurait pu être, entre guillemets, n'importe quel autre combat. Vous étiez partante. Oui, tout à fait. Sans qu'il y a... Oui, non, mais tout à fait. Là, bon, on voit plein de choses dont on entend parler, sur, par exemple, les enfants qui sont maltraités. Je veux dire, toutes ces associations qui sont formidables. On parlait tout à l'heure, justement, des harkis, ça n'a rien à voir. Mais ça me ramène, par exemple, Putes ou Soumises. Cette association de femmes. En plus, moi, je connais le pays, donc je connais comment ça se passe. Des frères qui tabassent les femmes parce que tout d'un coup, elles ont jeté un œil simplement. C'est épouvantable. Il faut arrêter tout ça. On parle souvent de quelque chose qui se perd, qui est le devoir de révolte. Chez vous, clairement, il ne se perd pas. Non. Je suis révoltée. En permanence. Pas en permanence, heureusement, parce que sinon je serais liquéfiée. Non, mais quand il y a des sujets comme ça, ou que soit à la télé je le vois, ou j'entends, ou je lis dans des journaux, je suis révoltée, mais à un point, je sais pas, je serais capable de sortir dans la rue et de dire, mais remuez-vous tous, voilà quoi. C'est l'injustice finalement l'injustice. qui transparaît à travers ce que vous dites. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne l'ai jamais supporté, du reste, même à l'école, je ne le supportais pas. C'est-à-dire, vous étiez justicier? Non, mais quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas, passez-moi l'expression, je gueulais. Voilà. Alors bon, vous étiez une grande gueule, vous. Je l'aurais pas cru. Oui, pour ces trucs-là, oui, je peux être une grande gueule. Alors qu'à côté de ça, je suis tranquille, j'aime pas qu'on m'embête, j'aime pas embêter les autres, je suis plutôt discrète dans la vie de tous les jours. Mais là, tout d'un coup, ça peut partir, hein. Oui, je vois ça. Ah oui. Je parlais de compassion. Est-ce qu'on peut vraiment compatir avec les souffrances de quelqu'un si on n'a pas soi-même souffert? Peut-être pas de la même souffrance. Pas de la même façon. Mais bon, je pense qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a l'imagination qui peut jouer. C'est-à-dire que... Oui, c'est l'imagination. Si tout d'un coup vous dites, mais attends, si moi j'étais dans ce lit comme ça et comme ça, avant-hier, j'ai regardé une émission qui se passait justement dans un hôpital. C'est l'hôpital des enfants malades. Et je voyais les enfants qui étaient donc sur un lit, l'infirmière venait gentiment, disait, bon alors, où est-ce que je te pique aujourd'hui? Là ou là? Et le petit disait, où tu veux? Et je me dis, mais attends, c'est pas possible, nous quand on nous dit on va te piquer déjà... Et là, c'est presque naturel, c'est devenu naturel chez eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces enfants, sur vous-même? Ils m'ont appris que j'ai la chance d'être comme je suis. C'est-à-dire une santé de fer? La santé de fer, surtout, oui. Très peu malades et tout ça. Et oui, donc quand je les vois, je me dis, ma vieille, remercie le bon Dieu. Voilà quoi. Ouais. Un petit message pour eux pour terminer? Je les embrasse très fort et je leur souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et puis ils vont s'en sortir, je suis sûre. Merci beaucoup, Marthe Villalonga. Les respects signifient incommodez-vous, écrivait Pascal dans ses pensées. Car le respect n'est pas une molle indifférence à ce qui nous entoure, une tolérance de façade qui n'implique finalement pas tant que cela celui qui dit le pratiquer. Le respect est une valeur exigeante qui nécessite de s'accommoder, comme le préconise Pascal. Est-ce que ça vous plaît? Ça m'interpelle. Ça vous interpelle, Marthe Villalonga? Incommodez-vous, nous dit Pascal.
pour être Oui. respectueux. Oui, parce que je trouve que ce qui nous manque, disons, dans l'époque actuelle, c'est le respect. C'est le respect vis-à-vis des autres. On ne respecte plus rien. Dans l'époque actuelle, ça veut dire que Oui, de votre temps, voilà. c'était pas pareil. Vous êtes gentil, vous êtes 20 ans. Non, disons que ça fait quelques années où ça a disparu. Et Vous avez c'est vu un dommage. changement, vous? Il y a eu un changement très net. Et je trouve que c'est dommage. Une dégradation, en tout Ah cas. oui, complètement. Que vous voyez complètement. par rapport à quel style de... Ben déjà, par exemple, on élève mal les enfants, enfin tout au moins certains parents. Ils ne savent plus dire merci, ils savent plus dire bonjour, des choses comme ça. De base, en fait. De base, de base. Donc même entre eux, ils sont pas gentils. Quand je parle des petits, ils sont pas gentils. Parce qu'il n'y a pas ce respect, on leur a pas appris. Ça, c'est la faute des parents qui démissionnent. Ah, complètement. Moi, j'en veux pas aux parents. Hein. Moi, si j'avais une fessée à donner, ce serait pas aux parents. Ce serait aux parents. Ce serait aux parents, pas aux Et pas enfants. aux enfants. Hein. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Moi, je trouve déjà que... Je vais aller très loin en arrière, finalement. J'ai dit quelques années. Je pense que ça a commencé tout doucement à se dégrader après mai 68. Déjà, ça a commencé à l'école. On tutoie la maîtresse. Je suis désolée, je suis contre. Et j'étais contre et je suis toujours contre. Parce que je trouve que déjà le fait de vous voyer quelqu'un, il y a une barrière. Ça ne veut pas dire pour ça que la personne n'est pas gentille ou quoi que ce soit. Mais il y a une barrière qui est là. Il en faut. Il en faut. Et là, ça n'existe plus. Et on ne peut pas leur en vouloir. Moi, j'ai eu plusieurs exemples comme ça de jeunes charmants, vraiment gentils et tout, qui avaient 17-18 ans. Il y en a un jour, il vient me chercher parce que j'allais sur un tournage. Et donc, adorable, en me disant « Oh là là, je suis content qu'on m'a envoyé. » Et il me dit « Te chercher. » J'ai rien dit. Et on sentait que c'était normal chez lui. Donc, je ne lui ai rien dit. Le lendemain, il a recommencé. Et dans la voiture, moi, je lui répondais par vous. Donc il n'a pas percuté tout de suite. Et le lendemain, il a recommencé, et à un moment donné, je dis « Et vous, ça vous plaît, ce métier que vous allez faire et tout ?» Et tout d'un coup, il a eu comme un déclic, et il m'a dit « Oui, oui, j'étais tellement content de venir vous chercher. » C'est tout, j'ai pas été désagréable, mais il y a eu quelque chose. On a déjà évoqué votre enfance du côté d'Alger, dans une sorte de paradis perdu, paradis quand même, où a priori, tel que vous nous avez en tout cas décrit la situation, il y avait aussi un très très grand respect entre les gens. Tout à fait. Et par exemple, à l'école, bon d'abord, le professeur rentrait, on se levait. Tout le monde se levait, donc déjà, c'est une forme de respect. Ensuite, il y avait une chose, une autre. Et si jamais on avait une punition ou quoi, les parents ne cherchaient pas à comprendre. C'est-à-dire qu'ils disaient, tu as une punition, tu as par exemple 100 lignes à faire, et tu vas m'en faire 100 de plus. La maîtresse ou le professeur avait puni, c'est donc qu'il savait pourquoi il avait puni. Tu te plains, pof, 100 de plus. Enfin, à l'époque, les instituteurs avaient une aura qu'il n'y a plus aujourd'hui. Oui. Alors, il y avait peut-être quelques fois, il y en avait peut-être qui en profitaient peut-être un peu trop, mais il y avait cette chose-là, il y avait les leçons de morale, ce qu'on faisait à l'école. Il a été question de les remettre à un moment, Ce ils en serait une parlaient. bonne chose, ça. Ce serait une très bonne chose. Alors, vous parlez de respect, qui, moi, me semble tellement minimal. Est-ce que c'est pas justement un petit peu court, le respect? Est-ce que la marche d'après, ce serait pas l'amour du prochain? Oui, bien sûr. Ce respect entraîne automatiquement l'amour du prochain. Si vous êtes respectueux envers quelqu'un, c'est que cette personne, vous l'aimez. Vous l'aimez d'une certaine façon, plus ou moins. Mais, bon, je vais vous donner encore un exemple. Je le prends justement très bas. Ça m'arrive très souvent, il y a un gars dans la rue qui balaye. Et souvent, je dis bien souvent, ce sont des Noirs. Et ils me disent « Bonjour, hein, comment ça va ?» etc. Je m'arrête, je leur dis bonjour, on se tend la main et tout ça, on bavarde 5 minutes, ou si je suis pressée, je dis bon, ben à la prochaine fois. Mais ce type-là, lui, je ne dis pas que je l'aime, je ne vais pas lui sauter au cou, mais quelque part je l'aime parce qu'il fait son métier et qu'il est correct et qu'il me respecte. Donc pourquoi je ne vais pas le respecter, moi ? On aura l'occasion de voir que vous êtes de confession catholique, c'est quelque chose
que vous avez appris justement par la religion catholique? Non. Non. Non, je l'ai appris par mes parents. Tout simplement. Tout simplement, c'est tout. Les parents et l'école. Il faut dire que vous nous avez dit avoir été une petite fille très obéissante, Oui. très docile, Oui. disciplinée, donc très respectueuse finalement. Oui, bien sûr. Des décisions de vos parents. Ah oui, c'est eux qui commandaient, donc je faisais tout ce qu'ils demandaient. Alors vous n'avez pas eu d'enfant, donc c'est peut-être un petit peu facile aussi de promener le respect Bien quand sûr. on n'a pas eu 3 adolescents à qui on a envie de... des fois. Oui, mais j'ai vu quand même autour de moi. Ah oui. J'avais quand même mes petites copines qui avaient 2 frères, une sœur. J'étais avec eux au milieu. Je veux dire, les parents faisaient exactement comme les miens. C'est tout. Donc j'ai appris aussi de cette façon-là. C'est pas parce que j'ai... Justement, le fait d'être seule et d'être fille unique, j'aurais pu être pourrie. Ce qu'on disait chez C'est nous, au vrai. lieu d'être gâtée, on disait pourrie. Je l'étais pas. Je l'étais pas. Et c'était une forme de respect aussi pour votre personne que de ne pas avoir été pourrie, comme vous dites. Bien sûr. Bien sûr. Alors, si vous étiez ministre du respect, vous... Ouh là là. et que vous deviez appliquer 3 grandes mesures, vous feriez quoi? Ben déjà, le fait d'être poli envers les professeurs, disons, puisque c'est surtout là aussi qu'on apprend, D'accord, ça fait une. ça fait une. Deuxièmement, vis-à-vis des gens qui nous entourent, que ce soit n'importe lesquels, vous rentrez dans un magasin, vous dites bonjour, vous avez quelqu'un qui vous laisse le passage, ça arrive quand même de temps en temps. Un peu de Et quand ce sont galanterie, des oui. jeunes, ça me fait très plaisir, vraiment. Ça fait 2. Alors la troisième, eh ben, je sais pas. Ah, si vous voulez être élu ministre du respect, il faut faire des promesses électorales, hein, Marthe. Oh, ben non, je préfère rester dans mon coin tranquille. Non, mais c'est... je sais pas... ça m'est difficile de vous donner un autre exemple, mais finalement, c'est surtout le démarrage, quoi. C'est le démarrage, bases. les enfants, les bases, c'est tout. Si on a des bonnes bases, on continue d'une façon normale, quoi. On grandit normalement. Je vous remercie, Marthe Villalonga. Mes respects, madame. Je vous en prie, madame. Madame. Il ne faut pas se fier aux apparences, autrement dit, l'habit ne fait pas le moine. Et si elle a souvent tenu des rôles de mère juive, elle est pourtant de confession catholique. Et c'est même au patronage, sous la houlette d'un curé extraordinaire, qu'elle a fait ses premiers pas de comédienne. Et on va commencer par rendre hommage à ce curé, le père Répétici. Répétici, Repetici. voilà, qui est venu vous chercher pour Oui. des petites pièces. Oui, voilà. Il savait que j'aimais ça. Et donc un jour, il y a eu une pièce avec un enfant et j'ai commencé comme ça. Moi, Vous j'étais aviez- ravie. J'avais 6 ans. Voilà. J'avais 6 ans. Alors évidemment, le patronage ne se résumait pas au cours de théâtre. Non, pas du tout. Bien heureusement, et la religion ne s'est pas résumée au cours de théâtre non plus. Et vous êtes de confession catholique alors? Oui, absolument. Alors que tout j'ai- le monde vous imagine juive, hein, je pense que vous le Oui, savez. oui, oui, mais souvent, Voilà. on me prend, effectivement, on est persuadé que je suis juive, absolument. On me parle des fois même en hébreu. Alors j'ai arrêté, parce que là, alors, niet. Non, non, c'est mes parents qui étaient catholiques, et j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, voilà. Mais alors c'est plutôt, comment dire, de tradition catholique ou vraiment de tradition pratiquante Non, non, avec non, une non, non. foi Non, réfléchie? tradition catholique, voilà, c'est tout. Bon, quand j'étais jeune, j'allais à la messe tous les dimanches, mais en même temps, c'était une sortie, faut bien dire les choses. On allait à la messe, après on allait faire un petit tour avec les copines. Et puis, bon, il y a eu un moment donné où j'y suis plus allée, mais je suis croyante. Je suis pas athée, je suis croyante. Donc il restait quelque chose de cette éducation. Oui, bien sûr. Par exemple, je vais pas régulièrement à la messe, mais il m'arrive tout d'un coup, je vais faire une course bête comme ça. Je vais faire mes commissions ou je vais faire du lèche-vitrine. Et puis je passe devant une église, je dis tiens, je vais rentrer. Et puis je rentre, je fais ma prière, je mets un cierge ou 2, enfin bon, peu importe. Et puis voilà. Mais on ne parle pas de superstition, on en parle bien d'une croyance véridique. Ouais, oui, ancrée. bien sûr, oui, oui. Ou tout d'un coup, j'ai envie de mettre une petite bougie devant la photo de mes parents. Je dis, tiens, il y a longtemps que je ne vous ai pas gâté. Et puis hop, j'allume, et puis voilà.
Ça reste quelque chose d'important dans votre vie ou Je pense qu'il faut croire superficiel? Non, je pense qu'il faut croire à quelque chose. Il faut croire à quelque... Non, je veux dire, croire à une puissance, disons, allez, supérieure. Pour moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui s'appelle Jésus, Allah, je ne sais plus le nom du juif ou quoi. Ça m'est égal, ça m'est égal. Le tout, c'est d'avoir une croyance, de croire en quelque chose. Il y a quelque chose là-haut. Voilà. Vous lui parlez? Non, non, je parle plutôt... Non, Assez sain, non? non, je parle plutôt à mes parents. Je parle plutôt à mes parents. Voilà, si j'ai un truc qui m'arrive, comme pas régulièrement, ou de temps en temps, et puis je dis, vous êtes content là-haut, hein? Voilà. Il y a quelque chose finalement Ou alors s'il y a un truc plus important, je dis, merci, mais je dis aussi, je dis, merci mon Dieu, merci papa, merci maman. Voilà, tous les trois. Il y a quelque chose qui est finalement encore, et malgré votre âge, excusez-moi, assez naïf finalement dans la manière de faire. Mais oui, je le prends comme ça. Mais il y a les trois, voilà. Je dis merci mon Dieu, merci papa, merci maman. Mais vous sentez une présence quand même, réelle? Je pense que, oui, je pense que je suis protégée. Par qui? Alors, par vos parents ou non? C'est encore autre chose, c'est un ange gardien. Ouais, mais oui, mes parents certainement en premier. Mais peut-être aussi des gens plus anciens, peut-être une arrière-grand-mère que je n'ai pas connue et dont on m'a parlé beaucoup, qui était formidable, qui était une femme tempérament, et puis comme ça, et dont je porte le prénom du reste. Et de temps en temps, je pense à elle. Vous avez un prénom biblique hein, d'ailleurs. Oui. Et Marthe et Marie, l'histoire de Marthe et Marie dans la Bible, c'est une histoire assez forte. Je ne sais pas si c'est une histoire à laquelle vous pensez de temps en temps, mais... Non, pas vraiment, non. Mais... Non. C'était voulu que vous ayez un prénom biblique? Non, c'était le prénom de l'arrière-grand-mère. Et voilà. Oui, oui, absolument. C'était pour faire plaisir, en fait, à mon père qui avait perdu sa maman et qui l'aimait énormément. Et lorsque je suis née, ma mère a dit, on l'appelle... Et ma mère et du reste ses parents aussi, à elle. Ils auraient pu dire ah non, oui. Et ils ont dit oui, il faut l'appeler comme la mère de ton mari. Voilà. Vous pensez de temps en temps à la mort? Oui, de plus en plus. Ah. Mais alors vous y pensez comment? Non, pas mal quoi. Mais d'une façon, je sais pas, en me disant d'abord, il faut que tu en profites maintenant un maximum parce que tu es sur la pente descendante. Et puis, après, j'ai des choses quand même qu'il faut que je laisse à d'autres. Voilà. Alors je me dis, il faut quand même y penser. Il ne faut pas tarder. Vous pensez à ce que vous allez laisser, non pas à ce que vous allez trouver alors. Voilà, oui, absolument. Et après, à votre avis, vous allez trouver quoi? Après ma mort? Oui. J'en sais rien. J'en sais rien. Vous avez une espérance? Dans la foi catholique, on a une espérance après la mort d'une vie nouvelle. On espère toujours. Mais en même temps, j'ai un doute, quoi. Je suis dans le doute. Mais je me dis pourquoi pas. Voilà. Ce serait bien. Vous avez déjà pensé au jour où vous rencontrerez peut-être Dieu? Non, pas du tout. Non, ça m'a pas du tout. Ah non, alors pas du tout. Non? Non. Vous n'avez jamais imaginé la rencontre ou... Non. Ce qu'il pourrait vous dire, ce que vous pourriez lui dire? Ben, déjà, je pourrais lui dire merci beaucoup. Ah. Bah oui, attendez. Je suis quand même, j'allais dire, une privilégiée, quelque part, bien sûr. Vous lui diriez merci pourquoi? Eh bien, pour tout mon parcours, depuis ma naissance jusqu'au moment où j'irai le voir, si je vais le voir. Parce que, bon, tout s'est très bien passé, avec bien sûr des hauts et des bas. On parlait tout à l'heure du retour d'Algérie, je veux dire, mais ça, tout le monde a des gros problèmes. Donc, avec les hauts et les bas, mais je m'en suis quand même, encore une fois, bien tirée, quoi. Oui, il m'a bien tirée, j'en sais rien. Il m'a beaucoup aidé, peut-être, je ne sais pas. J'ai une santé excellente que j'ai toujours, qui, j'espère, va continuer. Voilà, toujours, hop, d'attaque. Souvent les gens disent qu'au contraire, ils lui diraient mais pourquoi tu fais pas ci, les tremblements de terre, les guerres, les conflits, les enfants malades. Vous, ce serait merci, ce serait pas coup de gueule. Non,
Peut-être que si j'ai une longue conversation avec lui, je vais lui dire merci pour moi, mais c'est pas bien pour les autres. Ça, oui. Ça, c'est certain. Est-ce que vous pensez qu'il y est pour Là, quelque chose? ce serait un coup de gueule. Vous pensez qu'il y est pour quelque chose? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Mais si j'ai cette conversation, je lui dirai. Oui. Je lui dirai merci pour tout ce que tu m'as donné, mais vraiment, je suis pas contente pour tout ce que tu as pas fait pour les autres, des choses pas bien, et tous les guerres, comme vous dites, les séismes, les trucs comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Explique-moi. Vous l'avez tutoyé? Oui, je le tutoierai. C'est pas un manque de respect? Non, pas du tout. Ah bon. Non. Là, non. Merci beaucoup, Marthe Villalonga. Il y a une tradition dans cette émission, et cette tradition, c'est de terminer par une série de petites questions qui partent dans tous les sens, Marthe Villalonga, et des questions auxquelles on répond comme on veut. Parce que je sais très bien que les questions ne sont pas faciles, hein. Je tiens à le dire, je le sais, et jamais je ne me les poserai à Oui, parce qu'on ne moi-même. connaît pas la réponse en plus. Hein. Eh bien, alors, on y va? Allez, on y va. Avez-vous une devise? Oui. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. C'est très biblique, ça, comme devise. Ah ben oui, mais c'est comme ça. Avez-vous un mot préféré? Un mot? Un mot. Amour. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie, Marthe Villalonga? Qu'est-ce qui m'étonne? Je ne sais pas quoi vous répondre. Qui vous étonne en bien, hein? Oui, oui, bien sûr. Qui vous fait plaisir. Est-ce que c'est valable si je dis la destinée? Parce qu'il y a des gens, je veux dire, la destinée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez des gens qui partent de rien du tout, on ne penserait jamais ce qu'ils vont être, et ils deviennent des gens fabuleux. Soit parce qu'ils ont inventé quelque chose, soit parce qu'ils ont des postes extraordinaires, et alors qu'au départ, rien ne les destinait justement à cette destinée-là. C'est ce qu'on peut faire de sa propre vie. Voilà. Justement, quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Je dirais des gens comme par exemple Martin Luther King ou Mandela. Voilà. Ça va, vous prenez pas trop de risques là? Non, mais je sais pas. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Politique, vous savez, moi la politique, ça m'intéresse pas tellement. Je vote parce que je suis une bonne Française, mais ça s'arrête là, quoi. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagi? Les démons? Pour moi ou pour en vous. Règle générale? Pour vous? Eh bien, pour moi, je suis soupolée. Je suis toujours soupolée. Coup de gueule, quoi. Oui, ça, non. Ça, je pense que je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. C'est certain. Ça fait votre charme en même temps, non? C'est pas ce que vous disent vos amis? Oui, ils sont contents, ils me connaissent. Êtes-vous une bonne comédienne? Oh, ça, il faut le demander aux autres. Hein. Je crois que je ne suis pas une mauvaise comédienne. Quelle est la proposition la plus étonnante que vous ayez acceptée? Sur un plan professionnel ou privé, hein? Oui, bien sûr. La plus étonnante, eh ben, je vais vous dire, c'est quand un grand réalisateur américain m'a demandé dans un film. Et j'ai cru que c'était une blague. Parce que je me suis dit, attends, un Américain qui me prend à moi, il ne me connaît pas, attends, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors c'est un film qui s'appelle The Big Red One, avec Lee Marvin en plus. Et j'ai cru que mon agent me faisait une blague. Et c'était pas une blague. Et ça s'est bien passé? Oh, merveilleusement. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Outre qu'un réalisateur américain soit venu vous chercher. Oui, bien sûr. Alors le plus beau, je dois dire que même encore à l'heure actuelle, c'est quand les gens me disent merci, on a passé une soirée extraordinaire, on a ri, et puis on vous retrouve comme on vous imagine. Voilà. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous aimeriez tordre le cou? À part le fait que vous n'êtes pas juive, ça on a compris. Ça ne gênerait pas, ça. La rumeur. Oui, y a-t-il une rumeur C'est le moment, hein, si vous voulez lui tordre le cou, c'est carte blanche là. Bon, s'il y avait une rumeur. Eh bien, par exemple, qu'on me dise, mettons, que je suis intolérante.
Intolérante parce que, par exemple, quand j'ai parlé tout à l'heure des harkis, ça veut dire que... Non, 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 voilà. Quelle a été votre plus grosse erreur? Ma plus grosse erreur? Alors là, j'en sais rien. Ma plus grosse erreur? Pareil, sur un plan privé ou professionnel? Il n'y en a peut-être pas eu, hein. Ça vous Ma plus grosse erreur, oui. Ah, si. C'est d'avoir fait confiance à 2 ou 3 personnes à qui j'ai prêté de l'argent et qui se sont très mal conduits. Je m'en fiche qu'ils ne me l'aient pas rendu, mais en plus, c'est comme si j'existais pas. Alors par contre, ceux-là, si je les rencontre, ils vont m'entendre. D'accord. Voilà, deuxième coup de gueule. Oui, me regardez pas comme ça, c'est pas moi. Hein. Vous voyez, je deviens méchante. Hein. Comme me disent mes amis, tout d'un coup, tu as des yeux revolver. Ah oui, non, c'est exactement ça. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré? La dernière fois où j'ai pleuré, c'était quand? Ça veut dire que je pleure pas beaucoup. Enfin, j'essaye. Vous n'avez pas un tempérament qui vous porte à ça? Je me retiens. D'accord. Je me retiens. Je sais pas, ça... je sais pas, là. Oui, j'ai pleuré. On va partir... Si. Si, j'ai pleuré à la Coupe du Monde de football. Oh bah vous pleurez pas souvent, effectivement. J'ai pleuré à la Coupe du Monde. Non, mais c'était fort. Laquelle, quoi. celle de 98 oui, ou celle où on a gagné? Celle où on a gagné. Ah oui. Ah oui, là oui, parce qu'il y a eu cette espèce d'explosion. J'étais ravie devant mon poste et je criais comme une dingue. Et puis la Marseillaise derrière, quoi. Là, tout d'un coup... Vous pleurez tous les 8 ans, vous, d'accord. C'est intéressant à savoir. Non, je pense que j'ai dû pleurer. Si, j'ai pleuré parce qu'on m'a annoncé au téléphone le décès d'une camarade de jeunesse. Et je m'y attendais pas du tout. Et voilà, j'ai pleuré. Mais là, ça a été autre chose, quoi. Qu'aimeriez-vous qu'il reste de votre nom? Je sais pas. Je voudrais pas qu'on pleure à mon enterrement. Je voudrais qu'on rie, qu'on se rappelle les bons moments. Voilà. Elle nous a fait rire. C'était quelqu'un de droit. Voilà, je suis droite. Je suis quelqu'un propre, de propre. Voilà. Si je me regarde dans une glace, je peux me regarder en face. Bon, on va terminer sur ces jolies paroles. Voilà, je ne baisse pas les yeux. Je suis fière j'allais dire de moi, ça fait un peu égo, mais la façon dont je me suis comportée dans la vie jusqu'à présent, aussi bien professionnellement que dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite, Marthe Villalonga? Merci beaucoup. On vous souhaite quoi? Eh bien, de continuer comme ça, de continuer à faire rire les gens, d'être en bonne santé, justement, pour continuer ce métier. Et puis voilà, voilà. Eh bien, on vous souhaite tout ça, puis bien plus encore. Merci beaucoup. J'étais ravie de votre émission. Merci. Au revoir. Au revoir.